Et avant de laisser la parole à nos intervenants, on vous propose de partager très rapidement quelques éléments de contexte régional autour des hôtels hospitaliers à travers une cartographie des établissements de la région et de leur activité en 2025. On voit que c'est un dispositif encore peu déployé en région, que sur les établissements sur lesquels il est déployé, on a une bonne utilisation pour les trois principaux, on va dire, mais qui sont principalement centrés sur les deux grosses villes de la région, que sont Besançon et Dijon, avec toutefois une bonne utilisation, Sandrine, on l'a vu au cours des démarches qu'on a pu mener en région, de la clinique orthopédique médico-chirurgicale de Dracy-le-Fort, qui s'est vraiment emparée du sujet et qui a une très bonne expérience, notamment dans les parcours chirurgicaux, mais qui malheureusement ne pouvait pas être présente ce soir pour présenter leur expérience de fait de période de certification. Voilà. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Monsieur Simon pour débuter ce webinaire. Merci. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Super. Parfait. Donc, enchanté, je suis Valentin Simon, je suis le directeur du pôle parcours sanitaire à l'ANAP. Donc, l'ANAP, c'est l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. Et le rôle de l'ANAP, c'est de venir en appui aux établissements pour les aider dans la mise en œuvre de l'efficience et de la performance hospitalière, entendue sous tous les sens du terme. Et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir parler du dispositif hébergement temporaire non médicalisé. Donc, lors de mon intervention, je vais à la fois parler HTNM et hôtel hospitalier. Dans un souci de simplicité, j'utiliserai soit l'un ou soit l'autre des termes. L'idée, c'est que derrière se raccroche toujours le même dispositif, le dispositif hébergement temporaire non médicalisé. Le dispositif HTNM, avant de rentrer concrètement dans la présentation, c'est vraiment un dispositif auquel on croit particulièrement à la NAP comme outil de transformation de l'offre sanitaire en France. Et tout le dispositif que je vais vous présenter et que vous connaissez, j'imagine, déjà, euh, et euh, permettra vraiment et permet déjà dans une certaine mesure de transformer et d'accompagner la transformation de l'offre, notamment à travers la bascule ambulatoire. Donc, sans plus attendre, si on rentre dans les aspects concrets de ce dispositif, donc c'est un dispositif qui a été expérimenté depuis 2017. À l'origine, c'est un dispositif qui a été expérimenté et proposé dans la LFSS 2015 et donc mis en œuvre à partir de 2017, puis l'expérimentation, l'extension qui a été faite en 2021 et plus récemment la pérennisation et la généralisation de ce dispositif par voie réglementaire. Très concrètement, quand on parle des hôtels hospitaliers, on parle d'un hébergement sans surveillance médicale, sur prescription médicale, avec la notion de proximité de l'établissement hospitalier. Alors, quels sont les objectifs structurants qui recouvre la logique de ce dispositif? Ça a déjà été dit en introduction partiellement, mais tout d'abord, c'est d'améliorer l'accessibilité territoriale aux soins. Donc très concrètement, ces hébergements permettent aux patients qui habitent loin de l'hôpital de venir la veille ou de rester après un acte médical, donc, notamment chirurgical, et puis cela évite des déplacements fatigants ou qui sont impossibles le jour même et qui, très concrètement, entraînent une hospitalisation en amont de l'acte chirurgical dans les établissements de santé. Un deuxième aspect, c'est évidemment de fluidifier les parcours en amont, en aval et puis également à l'occasion de séances, de soutenir la bascule ambulatoire, bien évidemment, et puis, par ailleurs, de recentrer l'hôpital sur le soin, c'est-à-dire en faisant en sorte que ne soient hospitalisés dans les établissements de santé que des patients qui sont médicalement requérants. Et ceux qui sont aujourd'hui présents pour euh, des raisons hôtelières, donc des raisons logistiques, qui empêchent leur venue sur site le matin même
ou qu'on souhaite garder à proximité de l'établissement, même s'ils ne sont plus médicalement requérants. C'est donc de proposer une solution qui concentre les lits, qui sont une ressource rare dans les établissements, sur des patients médicalement requérants. Si on rentre dans le cadre réglementaire du dispositif, donc le principe, c'est prescription médicale obligatoire et information du patient. L'information du patient et donc son consentement est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré et il porte sur le caractère temporaire et non médicalisé de l'hébergement et l'absence de soins et de surveillance médicale par l'établissement de santé. Donc ça, c'est un point extrêmement important de recueillir l'information du patient et que ce consentement et son information recouvrent les aspects dont je viens de parler. Ensuite, quelles sont les conditions pour être éligible au dispositif HTNM? Alors, il faut que le domicile soit à plus d'une heure de trajet de l'établissement, 1 heure de temps de route dans des conditions normales, hein. Les textes précisent un peu plus cet aspect de notion de durée, de temps de trajet. Mais voilà. Que le logement du patient soit temporairement inadapté à l'état de santé de celui-ci. Donc typiquement un patient qui a été opéré d'une prothèse totale de hanche par exemple et qui ne dispose pas d'un ascenseur pour rejoindre son domicile pourrait relever, s'il réunit l'ensemble des critères de ce dispositif HTNM. Si le patient est isolé, géographiquement ou socialement, c'est aussi un des critères qui permet de déclencher ce dispositif. Et puis une autre des conditions très importantes, c'est que le patient soit suffisamment autonome. Donc une fois qu'on a parlé de l'éligibilité, quelle durée pour ce dispositif? Le principe, c'est jusqu'à 3 nuits consécutives sans intervention. Donc très concrètement, ça peut être jusqu'à 3 nuits en amont de la prise en charge chirurgicale, puis une intervention chirurgicale, et ensuite 3 nuits en post-op, si le patient, évidemment, remplit les critères que je viens d'évoquer, et dans la limite de 21 nuitées annuelles par patient. Alors évidemment, il y a des dérogations, notamment pour les séances, donc pour les séances itératives, et puis pour des situations spécifiques. Et là, je pense notamment aux patients qui sont transférés d'outre-mer vers le territoire métropolitain et inversement, où là, le plafond n'existe plus pour le nombre de nuitées maximales par patient. Un autre des aspects à avoir à l'esprit, c'est la place de l'accompagnant dans ce dispositif. Donc le dispositif concerne uniquement les patients, mais ces patients-là peuvent être accompagnés d'un proche pour les patients adultes, voire de 2 accompagnants lorsque l'on parle d'un patient mineur. Mais le dispositif est évidemment réservé exclusivement aux patients. Donc quand je dis ça, c'est que très concrètement, lorsque le patient bénéficie d'un hébergement temporaire non médicalisé, la période où lui va être hospitalisé, ses accompagnants ne peuvent évidemment pas rester à l'hôtel ou dans les locaux dans lesquels est organisé le dispositif pendant l'absence et pendant l'hospitalisation de ce patient. Un des autres aspects, alors qui n'est pas traité directement dans le dispositif HTNM, mais qui est une question que se posent les établissements au quotidien, c'est l'organisation des transports, comment ça se passe vis-à-vis de l'assurance maladie. Et est-ce que ça relève ce transport de prise en charge assurance maladie ou est-ce que c'est côté établissement? Donc là, l'assurance maladie s'est positionnée sur le sujet. Donc très concrètement, la prise en charge du transport du patient de son domicile vers le lieu d'hébergement temporaire se substitue à la prise en charge du transport entre le domicile et l'établissement de santé. Donc très concrètement, c'est à la charge de l'assurance maladie. En revanche, de fait, les éventuels transports qui pourraient exister entre le lieu où est organisé l'HTNM et l'établissement de santé ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie et relèveraient donc des transports internes à l'établissement, comme lorsque des transports sont organisés au sein d'un séjour hospitalier. Ça, c'est un point important à prendre en compte et à avoir à l'esprit, notamment par rapport à la localisation du lieu
de réalisation des HTNM par rapport à l'établissement de santé. La proximité est évidemment nécessaire pour des raisons organisationnelles, mais aussi au regard de la nécessité de transport. C'est-à-dire que on parle de patients autonomes. Dans une organisation efficiente, il faut avoir à l'esprit que la réalisation de transports internes entre l'hôtel et l'établissement va être vraiment compliquée à la fois par la prise en charge financière à la charge de l'hôpital et par le fait que les transporteurs taxis conventionnés euh, vont difficilement pouvoir accepter des transports très courts de 200, 300, 500 mètres et qu'il faut avoir cet aspect-là à l'esprit lorsque on réfléchit à l'organisation de ce dispositif dans son établissement. Alors maintenant, parlons du financement des hébergements temporaires non médicalisés. Donc là, il y a une évolution euh, récente de ce dispositif avec le décret du 16 avril qui pérennise le financement, avec le principe du forfait par nuitée qui est versé à l'établissement. Et là, on attend, alors peut-être que c'est paru aujourd'hui, j'ai pas regardé le journal officiel, mais je crois que ça n'est pas encore sorti. Il y a un projet d'arrêté à venir hein, qui est sorti dans la presse et que la DGOS a eu l'occasion d'évoquer. C'est une évolution du dispositif financier puisqu'on était on est jusqu'alors un forfait de 80 euros par nuitée, peu importe la commune de résidence du patient et la commune de réalisation de ce dispositif. Là, on va évoluer vers un montant de 90 euros dans les villes de 200 000 habitants et plus, ainsi que les communes du Grand Paris, et un forfait à 73 euros dans les autres villes. Euh, Ensuite, que recouvre ce forfait? Donc, pour les assurés qui bénéficient de cette prestation d'HTNM, aucune contribution au titre de l'hébergement du patient ne peut être demandée en complément de ce forfait. Toutefois, ça ne concerne pas les dépenses annexes à l'hébergement, comme les repas ou encore l'accueil de l'accompagnant, pardon, le cas échéant. Donc ça, c'est également un point à avoir à l'esprit, notamment dans des villes où le montant de 90 euros peut ne pas suffire à pouvoir héberger et le patient et son accompagnant. Donc il y a une possibilité de demander euh, un reste à charge pour l'accompagnant. Enfin, d'un point de vue réglementaire, l'établissement qui met en place le dispositif HTNM a quelques obligations, bien évidemment, vis-à-vis notamment de l'ARS, puisqu'il faut que cet établissement déclare le mois précédant l'ouverture de l'activité d'HTNM le fait qu'il va mettre en place ce dispositif auprès de l'ARS. Et puis, il y a également les informations relatives à l'hébergement temporaire non médicalisé qui sont à remonter mensuellement par l'établissement de santé via un fichier spécifique auprès de l'ATIH pour ensuite assurer son financement et un bilan annuel d'évaluation du dispositif qui doit également être adressé le 31 mars de l'année N+1 à l'ARS qui elle-même ensuite l'adresse à la DGOS pour une compilation et une vue d'ensemble du dispositif à l'échelle nationale. Donc, une fois qu'on a parlé de ce dispositif et de son cadre réglementaire, très concrètement, comment mettre en place un hôtel hospitalier? Donc, il y a différentes possibilités. Soit l'établissement décide de réaliser ce dispositif en interne dans des lieux dédiés, s'il dispose du foncier nécessaire, notamment, ou via une construction immobilière dédiée, ou en externe, via une délégation par voie de convention avec un tiers, qui peut être un prestataire hôtelier ou une structure associative. Et là, il y a plusieurs étapes qui doivent être mises en place dans le dispositif. Donc, identifier et impliquer les parties prenantes, bien évidemment. Notamment, un point qui est essentiel, c'est de mobiliser et de rassurer les professionnels sur la dissociation soins-hébergement. Ce point-là est un point crucial puisque dans les différents établissements qui ont pu mettre en œuvre ce dispositif et ceux qui ont réussi à transformer l'essai et à faire en sorte que l'hôtel hospitalier se déploie réellement dans leur établissement, il y a eu un réel temps d'explication du dispositif en interne pour bien faire comprendre, notamment en termes de responsabilité. D'ailleurs, c'est une des questions qui a été remontée en amont de ce webinaire. Quelle est la responsabilité médicale dans ce dispositif?
Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit détail sur ce point-là. Donc très concrètement, aucun soin n'est réalisé dans l'hébergement temporaire non médicalisé par l'établissement de santé, hors soins d'urgence, mais là qui relève de la vie quotidienne et non de l'hospitalisation d'un patient, évidemment. Euh, le point le plus important, c'est de tracer la prescription d'hôtel hospitalier dans le dossier médical. La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, elle est prescrite par un praticien exerçant au sein de l'établissement de santé. Donc là, on rappelle les articles du Code de la santé publique qui précisent les choses. La prescription d'un HTNM, elle entre dans le champ de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, c'est-à-dire que seule une faute peut engager la responsabilité de l'établissement de santé et ou du médecin. Et donc c'est là où l'importance de bien respecter les critères d'éligibilité est fondamentale, puisque en définissant ces critères d'éligibilité, la réglementation de fait sécurise les établissements et les professionnels de santé. C'est-à-dire que si les critères d'éligibilité que j'ai évoqués précédemment sont remplis, la responsabilité civile ne peut être engagée pas auprès de l'établissement ou du médecin, bien évidemment. Deuxième étape, structurer le dispositif. Donc pour structurer le dispositif, déjà il s'agit d'identifier les patients éligibles. Alors sur ce point-là, évaluer le nombre de patients à partir du PMSI est une étape importante. Donc sélection des codes postaux de résidence éloignés de l'établissement. Donc là, c'est la logique du patient qui réside à plus d'une heure de l'établissement. Et puis ensuite, filtrer en prenant en compte les GHM séances ou ceux de zéro nuit et les GHM d'une durée de séjour inférieure à zéro nuit, niveau de sévérité 1 ou 2, qui sont susceptibles d'être suffisamment autonomes ou de pouvoir être éligibles à un HTNM, et puis mode d'entrée de domicile et ou mode de sortie de domicile. Donc il y a, et je vous renverrai à l'issue de mon intervention vers des productions ANAP, un certain nombre d'outils qui ont été construits et qui permettent aux établissements de pouvoir identifier le volume de patients éligibles au sein de leur établissement et ensuite de pouvoir structurer et prioriser le déploiement selon l'adhésion des équipes et puis par ailleurs le besoin identifié au sein de l'établissement. Ça, c'est un point également qui est important puisque il ne s'agit pas de commencer par le service le plus réticent ou le service avec les patients les plus complexes à prendre en charge, même s'ils peuvent relever d'un dispositif d'HTNM. Il faut vraiment partir sur les services qui sont dynamiques dans la démarche et qui accueillent des patients qui seront les plus simples à prendre en charge pour que ça, évidemment, crée une dynamique positive du dispositif et que l'établissement puisse ensuite s'engager dans des chantiers plus complexes de mise en œuvre et d'extension du dispositif. Et pour ça, on conseille également de construire une grille de critères d'éligibilité pour chaque service pour ensuite pouvoir décliner cette démarche au quotidien dans les services hospitaliers. L'étape suivante, c'est de choisir évidemment une solution d'hébergement. Donc là, c'est vraiment une affaire d'opportunité et d'études de marché au sein de son territoire. En interne, est-ce que l'établissement dispose de lieux dédiés ou en externe? Quel est le parc hôtelier disponible à proximité immédiate de mon établissement ou structure associative? Là, de la même manière, on indique dans le focus que vous pouvez voir à droite, en haut à droite de la slide, quelques critères de négociation avec les établissements hôteliers, puisqu'évidemment, il faut parler volume de nuitées, que fait-on des no-shows qui peuvent exister dans un établissement de santé, et donc qui se répercuteraient sur l'hôtel avec lequel vous auriez conventionné, les délais d'annulation, tous ces éléments-là sont vraiment importants pour que la relation contractuelle avec votre partenaire hôtelier, si le choix est fait de réaliser ça en externe, se passe au mieux. Et derrière, évidemment, organiser les relations entre l'établissement et l'hôtel hospitalier, notamment pour le volet organisation des transports et puis identification du nombre de chambres nécessaires. Troisième étape, et
étape très importante, évidemment, définir le parcours du patient. Donc là, il s'agit d'identifier la place du séjour hôtelier dans le parcours du patient, en pré ou en post-hospitalisation. Donc là, à travers les deux vignettes que vous pouvez voir, des exemples ont été rappelés, issus d'établissements qui ont déployé le dispositif, hein, et que vous pourrez trouver dans les productions ANAP. La partie en haut à droite, c'est le parcours hôtel hospitalier en pré-hospitalisation, avec la consultation chirurgicale et ensuite l'IDE de programmation, puis la consulte anesthésiste, la préadmission, l'hôtel hospitalier à J-1, puis le séjour hospitalier à J0. Donc là, dans ce cadre-là, on voit bien que le dispositif d'hébergement temporaire non médicalisé permet de déployer l'hospitalisation à J0 en supprimant cette nuitée réalisée en amont qui n'avait d'existence qu'en raison de contraintes hôtelières qui obligeaient le service à hospitaliser le patient dans un lit de son service de soins par absence de possibilités autres telles que le permet le dispositif d'hôtel hospitalier. Et dans la figure en bas à gauche, le parcours hospitalier, d'hôtel hospitalier en post-hospitalisation. Donc là, le séjour hospitalier est réalisé, puis visite médicale autorisant le passage en HTNM avant le retour à domicile. Ensuite, une consultation avec l'IDE de parcours, IDE d'hospitalisation en fonction. Et enfin, l'hôtel hospitalier le jour de sortie, avec une éventuelle consultation. Et à l'issue de ce séjour en hôtel hospitalier, retour à domicile. Et comme indiqué en introduction, il est évidemment possible de combiner les deux, puisqu'on a un maximum de 3 jours avant, enfin 3 nuitées avant un acte, donc avant l'intervention chirurgicale. Si là on parle de l'intervention chirurgicale, et il est également possible de reprogrammer 3 nuits ensuite. Souvent, c'est rarement le cas. Il y a rarement besoin de 3 nuits avant et 3 nuits après, mais en tout cas, c'est techniquement possible. Je vous ai mis en bas une image qui est évidemment complètement illisible vu la taille, mais qui reprend l'ensemble d'un process, d'un parcours patient, et qui est une production ANAP et qui détaille l'ensemble des étapes et des éléments à avoir en tête dans le dispositif HTNM en fonction des différentes étapes du parcours patient. Donc ça, vous pourrez le trouver sur le site de l'ANAP. Les liens sont renseignés dans la slide suivante. Puisqu'il y a différentes productions qui ont été faites par la NAP, hôtel hospitalier passer à l'action, et puis mettre en place un hôtel hospitalier bonne pratique et étape clé, qui reprennent les différents éléments que j'ai pu vous présenter lors de mon intervention, évidemment de manière beaucoup plus détaillée. Et puis également vous dire que ces productions vont être mises à jour puisque, comme je vous l'indiquais, le volet financier est en train d'évoluer et on attend un arrêté imminent sur l'aspect tarif. Donc de fait, si vous téléchargez maintenant le document, vous n'aurez pas les bons tarifs, mais on fera une publication prochaine sur le sujet. Et enfin, vous dire également que la NAP est disponible pour accompagner les établissements qui le souhaiteraient dans la mise en œuvre du dispositif d'hôtel hospitalier à travers un appui individuel qu'on peut organiser. Et je vous ai de la même manière mis le lien pour pouvoir déposer une demande de candidature d'appui individuel au sein de l'agence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ah, on a une question du docteur Dreyfus-Schmidt. J'en prie, docteur. Faudra réactiver votre micro. C'est bon, ça marche. Avec difficulté. On vous entend. Docteur Dreyfus-Schmidt, moi je suis donc le vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis un ancien chirurgien. J'ai travaillé avec l'équipe qui fait la présentation d'aujourd'hui lorsque je travaillais à l'ARS.
Ma question, c'est sur cette hospitalisation, elle se fait sur prescription médicale. Et donc, ça va souvent être le chirurgien qui va faire la prescription médicale. Le chirurgien qui est l'initiateur de ce parcours de chirurgie. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de soins, mais on va prendre l'exemple que vous avez pris dans votre présentation de la prothèse totale de hanche opérée, qui va partir en hospitalisation dans votre structure, et le soir, elle glisse, elle tombe, elle se fait une luxation de sa prothèse totale de hanche. La responsabilité quand même de celui qui a fait la prescription médicale est engagée. Elle va même être engagée au point qu'aujourd'hui, comme il est l'initiateur du parcours, il se retrouve devant ce qu'on appelle un EIG qui va devoir déclarer, puisque le patient, il tombe, il se luxe, il va devoir repasser au bloc opératoire. On est dans la définition de l'EIG. Moi, je me pose donc un problème sur la responsabilité disciplinaire par rapport à l'article 32 du Code de déontologie du médecin qui a fait la prescription. Parce que tout à l'heure, vous nous dites il risque rien, mais il y a quand même un initiateur du parcours, un initiateur de l'hospitalisation, et la chute représente, bon, par exemple, la prothèse totale du genou, il tombe, il se trouve sa cicatrice, il est réopéré, il a un sepsis, on est dans l'EIG. Est-ce qu'on n'ira pas chercher le chirurgien prescripteur, parce qu'à la différence d'un retour à la maison, il y a bien une prescription médicale, est-ce qu'on n'ira pas chercher le chirurgien pour des soins non consciencieux? La chute, telle que là vous la décrivez, elle aurait pu se produire au domicile du Oui, patient. mais il n'y a pas de prescription médicale quand vous rentrez à domicile. Vous ne faites C'est-à-dire pas que, une oui, ordonnance pour être non, non, mais- dans un endroit donné. oui, non, je comprends bien. Euh, Au moment où vous prescrivez l'hébergement temporaire, le patient remplit les différentes conditions. On est d'accord? Oui, De fait, si à l'issue de l'intervention chirurgicale, le chirurgien, au moment de la consultation, estime que le patient est toujours éligible, je ne vois pas ce qui s'oppose à la réalisation de qui ce... engage la responsable en tant que ordinal. Ce qui me gêne, c'est cette prescription, c'est une ordonnance, hein, c'est une prescription sur une hospitalisation d'un type donné, donc qui engage la responsabilité disciplinaire sur la qualité des soins, les soins consciencieux. Et en effet, aujourd'hui, ces soins consciencieux en pré, per et post-opératoire, c'est l'évolution des magistrats actuellement. Donc moi, je vous pose la question en tant que représentant de l'ANAP, est-ce que vous avez interrogé l'ordre national sur cette prescription, puisque c'est une prescription? Moi, c'est ça qui me gêne, c'est le fait qu'il y ait une prescription faite par le médecin initiateur du parcours. Euh, ça a été fait enfin, dans le cadre du dispositif HTNM et de sa réalisation, forcément que l'ensemble des acteurs ont été interrogés. Sur le volet de la responsabilité, je comprends bien, vous dites que c'est une prescription. J'ai pas la réponse là de l'ordre, précisément sur ce point. Mais là où je ne vois pas d'obstacle à la réalisation de l'HTNM et de l'engagement potentiel de la responsabilité, c'est que si le patient remplit les conditions pour réaliser ce dispositif HTNM, je ne vois pas comment on peut aller rechercher la responsabilité du chirurgien, sauf si le patient n'était pas autonome au moment où on lui a prescrit le dispositif. Alors, je vous coupe, j'étais chirurgien orthopédiste. Vous ne pouvez pas prédire, on sait de la chirurgie ambulatoire prothétique de hanche et de genou dans ma clinique, vous ne pouvez pas prévoir le patient qui va glisser le premier jour ou le deuxième jour et puis qui va soit se luxer sur une prothèse de hanche et puis en tombant sur une prothèse de genou, va se rouvrir la cicatrice, qui sont les deux complications, quel que soit. Mais moi, je répète, ce qui est gênant, c'est que le passage vers votre hospitalisation se fait sur prescription médicale.
Madame Escalon? Est-ce que- Non, c'était peut-être juste pour apporter un élément, peut-être, hein. Quand vous avez une sortie du patient, alors il n'y a pas une prescription de sortie, mais il y a bien un engagement du médecin de faire un bon de sortie. Il précise Il y a que une ce checklist patient de peut sortie. rentrer à... Pardon? Il y a une checklist de sortie, Voilà, donc on atteint des oui, critères. oui, donc ça engage également le médecin de dire ce patient peut rentrer à domicile, il a les conditions qui lui permettent de retourner à domicile. Et pareillement, si le patient fait une chute, le médecin sera, j'allais dire, enfin voilà, dans le dispositif, il n'y a pas eu de différenciation, de dire qu'il y a un engagement du médecin, mais qui est identique quand le médecin décide, soit qu'il va en SMR parce qu'il a besoin, il n'a plus besoin d'être dans un hôpital aigu, il peut aller en SMR, soit parce qu'il rentre à domicile. Il y a forcément un moment un engagement du médecin du type de sortie que le patient va avoir. C'est un peu comme ça, en tout cas, que moi, j'avais compris que le Mais je sujet avait été répète, quand travaillé. il rentre à la maison, il n'y a pas d'ordonnance de sortie pour retour à domicile. Quand il va en SMR, il n'y a pas d'ordonnance pour aller dans un établissement de médecine et de rééducation. Et là, il fait une ordonnance qui Oui, Pour engage. moi, c'est le même niveau d'engagement. En oui. tout cas, c'est comme ça que ça avait été imaginé à l'époque. C'était de dire que c'est le même niveau d'engagement que le médecin et que comme il n'y a pas, ça aurait pu être effectivement peut-être un bon de sortie, hein. À l'époque, c'était aussi pour donner un caractère beaucoup plus solennel ou vraiment et pas considérer que c'est un acte comme ça qui n'engage pas le médecin justement et que c'est passé par une prescription. Peut-être que c'est un peu fort, donc c'est un sujet qui pourrait peut-être être fait remonter en disant pourquoi c'est différent d'une sortie classique à domicile d'un patient. Mais je pense qu'à l'époque, c'était comme c'était assez nouveau. L'idée, c'était de dire, bon, bah voilà, il y a vraiment quelque chose un peu solennel qui monte, mais votre question, en tout cas, mérite de Ouais. reprendre la chose au bout de quelques années. Ça fait depuis 2017 que le projet a été mis en place et maintenant se pérennise. Donc peut-être qu'il faut arrêter de le considérer comme quelque chose d'un peu exceptionnel qui mérite un acte exceptionnel qui est la prescription. Je pense que ça mériterait effectivement de faire remonter cette question Et, plus, et je suis désolée d'intervenir, mais ce projet-là, il a été probablement monté par des hospitaliers et ils n'ont pas les mêmes soucis juridiques que nous en privé. Donc maintenant, moi, je suis ophtalmologue, par exemple, je vais rebondir sur le docteur Dreyfus. Évaluer l'autonomie d'un patient, si vous voulez, au sein de mes consultations pour cataracte, je pense pas que je sois très efficace et je pense pas non plus que ça soit quelque chose pour lequel je sois défendue par mes avocats et par mes assurances. Et donc, en fait, quand je vais devoir mettre mon nom sur quelque chose en jugeant que ma petite patiente qui est à 1h30, eh ben, elle est assez autonome pour prendre ses médocs toute seule et qu'elle va se brûler en faisant réchauffer son truc au micro-ondes, ma grande question, c'est qui est responsable? Parce que elle aurait pu se brûler à domicile, on est d'accord, mais moi, j'ai prescrit qu'elle ne serait pas à domicile. Et donc, finalement, j'ai engagé ma responsabilité médicale sur quelque chose sur lequel je ne suis pas formée, sur lequel je ne suis pas assurée. Et donc, en fait, c'est un souci intellectuel qui va freiner nos prescriptions, en tout cas au début, tant qu'on n'a pas quelque chose d'officiel qui va en gros nous protéger. Et si le Conseil de l'ordre soulève la même question, ça ne fait que aller dans le même sens que ce que nous on discutait en CME, où on va être du coup un peu handicapé pour cette prescription-là, parce que bah, voilà, si on n'est pas protégé par ça, nous, on va interroger nos juristes, mais tant qu'il n'y a pas une jurisprudence dans l'autre sens, ils ne sauront pas répondre. Eh bien, on prend note, hein, Sandrine, de ce sujet et de prescription, et puis on vous fera un retour si on en a une position nationale et officielle sur le sujet. Je dirais même plus, Sarah, il faut interroger le CNOM et deuxièmement, il faut interroger vos juristes. Oui, Parce que dans mais les... peut-être que vous pouvez le saisir vous aussi, votre conseil national, en tant que vice-président du collège régional, sur ce sujet, si ça n'a pas déjà été fait également par ailleurs. Mais on s'engage à le faire à notre niveau, en tout cas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions
peut-être plus sur d'autres modalités de mise en place de l'HTNM? J'ai une question pratico-pratique. A priori, dans les décrets, pour les mineurs, il y a l'autorisation de 2 accompagnants. Oui. Est-ce que c'est l'obligation de pouvoir accepter 2 accompagnants ou est-ce que c'est l'acceptation de 2 accompagnants? Nous, sur HPSM, il est possible que dans les chambres prévues pour ce type d'hospitalisation, enfin d'hôtel hospitalier, il n'y ait pas forcément les lits pour 2 accompagnants adultes. Et donc, voilà, c'est une question. Est-ce que c'est l'obligation de les avoir ou de pouvoir les avoir ou pas? À ma connaissance, non. Le dispositif HTNM, à la différence de l'engagement maternité, est un dispositif à la main des établissements, pas une obligation. Donc, le fait de mettre en place ce dispositif n'est pas obligatoire, notamment sur le nombre d'accompagnants nécessaires. En fonction de l'offre disponible sur place, ça peut être contraint de fait. Madame Ravier? Ah, on n'a pas votre... Ouais, Pardon, excusez-moi, Claire Ravier, je suis le directeur général de Drevon. Moi, j'ai une question. J'ai vu donc qu'il n'y avait pas de soins, bien sûr, dans ces hôtels hospitaliers. Donc, si un patient, je reprends l'exemple du docteur Dreyfus-Schmidt, si un patient sort et qu'il a des injections d'un anticoagulant, bon, ça se fait encore un tout petit peu. Est-ce que à ce moment-là, il fait venir une infirmière comme si c'était à son domicile? c'est ça. Sandrine, tu veux peut-être rebondir dessus? On avait interrogé la DGOS sur ce point et la prescription de passage d'IDEL notamment est autorisée en HTNM. Monsieur Simon, vous voulez peut-être confirmer? Oui, oui, complètement. Si. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas l'impression. On va peut-être pouvoir passer à la présentation suivante, le retour d'expérience de l'hôpital Foch avec Madame Escalon. Oui, bonjour à tous. Donc déjà, je vais me présenter rapidement. Je suis Sylvie Escalon, donc je suis directrice du développement à l'hôpital Foch qui est à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, en Île-de-France. Et donc, j'ai un parcours où je suis dans cet établissement depuis 3 ans, mais auparavant, j'ai été pendant 5 ans à la DGOS et j'étais sous-directrice à ce qui s'appelle à l'époque la régulation de l'offre de soins à la DGOS et notamment entre 2017 et fin 2022. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi de façon au niveau national sur la mise en place, on va dire, réglementaire des hôtels hospitaliers ou plus officiellement l'hébergement temporaire non médicalisé. Donc, je vais vous présenter, et donc à l'hôpital Foch, j'essaye de travailler sur le développement et le déploiement de ces hébergements, en sachant qu'il s'agit bien entendu d'un retour d'expérience et que je ne prétends pas avoir trouvé une solution et d'avoir réussi totalement, mais en tout cas de vous dire où on en est de ce sujet à l'hôpital. J'espère que vous voyez bien mon diaporama de façon suffisante en tout cas, et je vais vous le commenter. Alors déjà, je me suis permise de vous faire un petit retour et une petite présentation de l'hôpital Foch, donc, qui est un établissement, alors nous sommes un ESPIC, c'est-à-dire un établissement de soins privés, mais avec des missions de service public. Nous sommes donc dans l'ouest parisien. C'est un hôpital de médecine, MCO, médecine chirurgie obstétrique, adulte, exclusivement adulte. On a une maternité, mais sinon l'activité est adulte, multidisciplinaire, avec 4 grands segments d'activité. Tout ce qui est urologie, néphrologie, poumons, chirurgie thoracique, neurosciences, maternité, pôle, plus largement le pôle mère-enfant, avec des activités transversales, la transplantation et la cancérologie. Et on a une activité de recherche qui est assez développée sur l'établissement. On a à peu près un peu plus de 71 000 séjours
dont 22 000 séances, avec une partie importante de séjours chirurgicaux. Et on est à peu près à 50%, selon la méthodologie des GOS, de chirurgie ambulatoire. On a des objectifs pour l'hôtel hospitalier qui ont été ceux décrits tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément les rappeler là, puisque l'ANAP les a bien décrits, et donc pour gagner du temps, je n'y reviens pas, mais c'est effectivement les objectifs classiques que nous avons globalement sur notre hôpital. Alors nous, on a fait un choix en différentes étapes. On a une possibilité de déployer ce dispositif d'hôtel hospitalier selon plusieurs et de façon multicanale, on va dire, avec à la fois en externe, c'est d'abord ce qu'on a expérimenté, avec donc des hôtels touristiques, entre guillemets, classiques qui sont en convention avec nous pour pouvoir héberger ce type de personnes. Également, nous avons des résidences. On travaille aussi avec la maison, c'est la maison des parents qui est maison des usagers, en tout cas qui est juste à côté de l'établissement. Donc voilà, différentes zones. Et nous avons également, depuis quelques mois, depuis 6 mois, mis en place un hébergement dans une unité de l'établissement directement géré par nous-mêmes que nous pouvons utiliser. Donc, je voulais juste préciser, en tout cas, qu'aujourd'hui, la possibilité de déployer des hôtels hospitaliers est assez large et avec différents dispositifs possibles. Et nous avons essayé, nous, de les utiliser à plein. Le seul qu'on n'a pas testé aujourd'hui, c'est aussi la possibilité, vous le savez, d'avoir une délégation donnée à un hôtelier qui, soit en interne de l'établissement, soit à côté, peut déployer effectivement des hébergements pour un établissement de santé. Nous n'avons pas fait ce choix dans notre organisation. Alors, l'état des lieux de notre mise en route, globalement, c'est un pilotage et une animation qui est assez portée à un haut niveau, on va dire. Donc, la direction est fortement engagée dans le dispositif depuis le démarrage. On a fait ce travail, comme précisait l'ANAP, d'identification d'une cible par service, globalement donc une cible pour l'hôpital, à la fois parce que il y a quelques années, on a analysé le PMSI et le potentiel possible, que nous faisons des enquêtes un jour donné qui ont été faites en 22 et en 23 et que nous allons refaire. Donc, on fait un jour donné dans l'établissement avec des professionnels de l'établissement, c'est souvent des médecins et des cadres qui, une journée, vont dans tous les services, regardent, donc, puisqu'il y a à chaque fois un médecin présent, donc regardent les patients présents dans le service. Bien sûr, ce n'est pas le médecin du service qui regarde son propre service, c'est des croisements de regards. Et à cette occasion, donc, ils font un petit retour en disant potentiellement, à leurs collègues chefs de service et cadres, potentiellement, voilà, ces patients-là peut-être auraient pu se trouver en dehors du service parce que globalement, ils n'ont plus besoin de soins aigus, puisque nous, c'est notre profil de prise en charge, et auraient pu être dans un hôtel hospitalier parce qu'ils n'avaient pas les éléments pour, normalement, ils auraient pu être ailleurs. Donc, ça, c'est un point qui est fait. Également, ce que nous avons fait pour identifier la cible, c'est que nous avons travaillé, notamment, vous connaissez peut-être professeur Bétou et Monsieur Navarro, qui sont 2 médecins qui nous ont aidés aussi à travailler dans des petits audits de service, puisque ce sont eux-mêmes des médecins. Le professeur Bétou est quelqu'un qui est très engagé au niveau du développement des hôtels hospitaliers, et il a pu donc là aussi discuter avec certains de ses collègues pour essayer de voir par service, là aussi, quels étaient les potentiels de patients et les profils de patients ou les parcours de patients qui auraient pu être en hôtel hospitalier. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a une charte de fonctionnement. On a également identifié une procédure d'urgence et certains parcours spécialisés dont je vais vous reparler. Donc, c'est un travail que l'on a engagé depuis quelques années. Alors, les objectifs, je vous l'ai dit, globalement, la DMS, libérer le potentiel de lit pour accueillir des nouveaux patients et améliorer le parcours de soins lorsque notamment les patients viennent de loin, mais pas seulement.
Depuis 2015, vous voyez qu'à l'hôpital Foch, c'est un sujet qui a été investigué, en tout cas même avant, et on fait partie, on n'est pas les seuls, il y a beaucoup d'établissements qui avaient, avant même le dispositif national, c'était commencé à travailler sur ce sujet. Donc on a commencé, nous, surtout avec la maison des parents, donc qui, je vous disais, juste à côté de notre établissement, et qui avait commencé notamment sur des patients transplantés ou qui étaient en attente d'une transplantation et qui notamment viennent de loin, puisqu'on est un centre expert, notamment de la transplantation pulmonaire, on est le premier centre français, et donc on avait déjà dès 2015 des patients qui étaient hébergés dans ce type de maison. 2017, lorsque les choses sont devenues, on a pu avoir cette expérimentation qui a été lancée, Foch s'est bien sûr positionné et on a ensuite, depuis 2021, travaillé, comme je vous disais, à une vraie prise en charge et un développement, et notamment, on a commencé à travailler avec la MyHospital, je vous le redirai, qui est une solution donc on a utilisée depuis le début pour la mise en route et le déploiement et la partie réservation et également appui à l'accompagnement de l'explicitation dans les services et auprès des instances. Donc, les besoins, on a des surspécialités. Donc, ça, comme je vous le disais, la transplantation, par exemple, ça s'y prête particulièrement. On a de la cancéro aussi. Donc, nous, la cancéro, ce n'est pas forcément le lieu où c'est le plus utilisé parce qu'on est peut-être à la différence de vous. En tout cas, on est plus dans une cancérologie de proximité. Et donc, nous, nos patients ne viennent pas forcément de très loin. Vu la densité de possibilités qu'il y a en Île-de-France, on n'a pas sur l'oncologie, en tout cas, beaucoup de patients qui sont pris en charge dans ce dispositif. On a tout ce qui est le développement, bien sûr, du J0, la chirurgie ou l'intervention le jour même. Donc, effectivement, ça a participé à ce sujet. On a eu des demandes de patients aussi qui ont commencé, pour certains en tout cas, à connaître un peu le dispositif. Et ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. Et donc, les parcours de soins qui sont principalement concernés, c'est le préopératoire. La préhab, c'est un sujet qui, du coup, nous, est vraiment bien organisé. Les grossesses à risque, on a, je vous le disais, une maternité assez importante. Et donc, aujourd'hui, avant, plutôt, on avait pas mal de femmes enceintes qui étaient hospitalisées parce que, alors, je ne parle pas de l'engagement maternité, puisque nous, on est en Île-de-France et il y a assez, en tout cas dans la zone où on est en petite couronne, il y a suffisamment de maternité pour ne pas être dans l'engagement mater, mais voilà, des femmes qui devaient rester parce qu'il était considéré par les obstétriciens qu'il y avait un risque, et donc elles restaient dans la maternité. Et désormais, on a des solutions avec notre hôtel hospitalier interne pour pouvoir en fait les avoir dans l'établissement, mais pas forcément en maternité, ce qui libère des lits à la maternité et ce qui permet aux femmes aussi de se trouver dans un environnement peut-être plus sympathique en attendant d'accoucher. Les patients post-opératoires, alors on a une petite particularité, c'est qu'on a aussi travaillé sur les sorties tardives du cas, de chirurgie ambulatoire. On sait que par jour, alors c'est pas forcément tous les jours, donc plutôt, on va dire 2 ou 3 fois par semaine, plutôt 2 d'ailleurs, on a des patients qui restaient tard le soir et les services étaient embêtés pour le dernier patient à le faire rentrer chez lui malgré tout, même s'il y en a qui rentrent. Et donc, on a commencé là à vraiment travailler sur ce sujet, de se dire, ces patients-là, finalement, pourraient être pris dans l'hôtel hospitalier. On a aussi les transferts, les attentes de transfert de SMR. C'est aussi un sujet sur lequel on commence à travailler pour se dire qu'il y a certains patients, si on attend le lendemain ou 2 jours après, on sait qu'il aura sa sortie de SMR. Finalement, pourquoi ne pas faire une attente plutôt à l'hôtel hospitalier plutôt que dans le service de soins. Les patients, bien sûr, traitement itératif. Bon, je vous dis, la chimio chez nous, ce n'est pas forcément développé. La dialyse, un peu plus. Il y a certains patients que ça intéresse, en tout cas. Les surspécialités, je vous l'ai dit. Et donc, notre cible d'occupation, elle est plutôt autour de 15 à 20 chambres par jour. C'est un peu ce qu'on a estimé comme étant l'idéal. À la fois, comme je vous le dis, nos données PMSI nous en donnent un peu plus, mais en réalité, dans les audits, etc., on est plutôt sur 15-20 patients qui potentiellement par jour, hors week-end, pourraient être pris en charge dans un hôtel hospitalier.
Le bilan donc, de notre année dernière et le début 2026, donc on a une montée en charge progressive. Je vous l'ai dit qu'on reste tout à fait modeste. Vous le verrez à la fin, on a encore un gros potentiel. On n'est pas du tout au niveau de cible qu'on a prévu. En tout cas, on a fait le choix donc rapidement de travailler avec MyHospital pour l'appui au déploiement, que ce soit des réunions, travailler aussi avec des staffs médicaux, les instances. Et donc, désormais, on travaille vraiment avec cet outil de réservation MyHospital qui s'adapte en tout cas à tout type d'hôtel ou d'hébergement possible. Je vous l'ai dit, on a un large éventail et en fait, on a un seul outil de réservation qui permet de répondre à l'ensemble. Donc, ça veut dire que c'est un outil unique à la main, nous, des référentes, secrétaires, et en lien avec le patient, puisque le patient reçoit l'information, mais je laisserai MyHospital expliquer mieux que moi le sujet. Donc, bien sûr, la prescription, on en a largement parlé. Donc, les conventions qui sont signées et qui sont bien sûr avec l'information donnée à l'ARS à chaque fois. Et vous voyez ici un peu l'évolution des nuitées depuis 2021 qui a lieu, donc très modeste au début. Nous sommes on avons dépassé les 1000 nuitées l'année dernière. On a ouvert donc notre hôtel hospitalier interne en septembre. Et à fin mars, on a déjà, vous voyez, quasiment plus 300 nuitées par rapport à mars 2025. Donc, on continue à développer et à augmenter, même si on a encore du potentiel. Le retour que je veux faire aussi, c'est vraiment, on suit, nous, de façon très étroite, le niveau de satisfaction des patients. On a vraiment un bon niveau de satisfaction. Et donc, les retours qui sont faits, c'est la praticité du dispositif, la possibilité d'avoir une certaine autonomie par rapport au service de soins qui, voilà, a ses contraintes, le passage de l'infirmière à des horaires qui ne sont pas forcément idéales. Je parlais tout à l'heure des femmes qui sont dans des grossesses à risque et qui sont en attente. Et bien, c'est vrai que se trouver en maternité avec la nécessité pour les infirmières, les sages-femmes de passer à des horaires précises, ce n'est pas toujours idéal quand on n'a pas forcément des soins aigus nécessaires. L'environnement plus calme, effectivement, ça c'est un point qui est très positif. Et parfois aussi la réduction du stress d'être dans un environnement qui n'est pas forcément celui de l'hôpital classique. On a, nous, constaté une baisse de la DMS. Alors, c'est pas le seul dispositif qui nous a permis de diminuer notre DMS. On a plusieurs outils qu'on a mis en œuvre. Mais en tout cas, on est sûr que l'hôtel hospitalier et son développement le permet et l'accompagne également. Par contre, effectivement, on n'a pas encore notre cible. Et donc, on a travaillé sur un projet de développement, je vais vous en parler après, de l'hôtel interne. Alors là, voilà, vous avez les chiffres de 2025 qui sont inscrits avec les 1000 et quelques unités que nous avons faites. On était à 621 en 24. Et on a, là, c'est le focus sur notre hôtel hospitalier qui a ouvert seulement en septembre. Et voilà, vous voyez à peu près les services qui voilà, l'utilisent le plus, que ce soit la néphro, la gynéco, je vous parlais, ça marche très bien. Et on a voilà, la pneumologie, enfin, différents services l'utilisent. Et ça a déjà un peu changé en mars 26, puisque je ne vous ai pas mis les chiffres, mais je vous ai informé qu'il y avait déjà quasiment plus 300 unités par rapport à la même période de l'année dernière. Donc, notre projet d'hôtel hospitalier interne, il est arrivé dans la poursuite de nos réflexions. On continue en permanence à réfléchir et à travailler avec les services pour voir comment s'adapter au mieux. Et donc, on avait eu des réserves de certains praticiens qui nous disaient, voilà, on hésite pour certains types de patients parce que finalement, même si c'est pas loin de l'hôpital, c'est quand même pas à l'hôpital et on est parfois un peu inquiet. Donc, on s'est dit finalement, notamment pour le poste interventionnel ou les patients plus fragiles, d'avoir en interne de l'hôpital une possibilité d'hébergement complémentaire. Ça nous a semblé être quelque chose qu'il fallait expérimenter en tout cas. On a aussi le besoin par rapport à certains patients qui, eux, sont aussi parfois un peu frileux de quitter, voilà, il y en a certains qui sont contents de rapidement quitter l'environnement hospitalier, il y en a d'autres qui sont un petit peu inquiets de retourner à domicile directement, et donc ça permet pour certains en tout cas d'avoir un SAS avant le retour à domicile. Comme on le disait tout à l'heure, tous les professionnels libéraux peuvent aller à l'hôtel hospitalier. Le seul dispositif qui ne peut pas, c'est l'HAD aujourd'hui.
D'ailleurs, il faudra sans doute aussi réinterroger nos tutelles pour voir si ça peut évoluer. Mais donc, tout autre dispositif peut être mis en place. Donc, ça, souvent, ce qu'on fait, c'est-à-dire comme dans ce cas précis où le patient dit « Ah ben non, moi, je ne me sens pas encore tout à fait prêt », et le médecin considère par contre qu'il est prêt, eh bien, on peut utiliser l'hôtel hospitalier dans ce cadre-là pour pouvoir se dire, on met en place les professionnels libéraux, l'infirmière, etc., qui finalement interviendra au domicile du patient, mais qui intervient là dans l'hôtel hospitalier. Ça permet d'assurer une certaine continuité de prise en charge et de connaissance par le patient de ces professionnels libéraux et d'être un peu plus rassuré. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on utilise. On a donc, là je rappelais, mais je vous l'ai dit pourquoi on utilisait ces sujets-là. Et on a pu nous bénéficier du fait, malheureusement d'une certaine façon ou heureusement, c'est l'opportunité, c'est qu'on avait une unité qu'on ne peut pas ouvrir depuis plusieurs années du fait de professionnels infirmiers qui manquent. Et donc cette unité était très bien située, et donc c'est 14 chambres qui ont été complètement rafraîchis selon des normes un peu hôtelières. On a une professionnelle qui vient de l'hôtellerie, qui est notre logisticienne dans l'hôpital, et qui donc s'est investie sur le projet avec moi, et qui du coup on a pu travailler avec les services techniques pour pouvoir rendre cette unité, en tout cas sous un angle moins hospitalier et plus hôtelier. Donc c'est dans l'hôpital, mais c'est vraiment, c'est très sympathique. On a donc travaillé beaucoup sur ce projet, j'allais dire, de locaux, pour vraiment l'adapter à un environnement tout différent. On a aussi travaillé sur, je crois que je vous l'ai dit avant, on a fait une procédure d'urgence. Donc, moi, j'ai travaillé avec le chef de service des urgences, puisqu'on a des urgences à l'hôpital. On a travaillé aussi avec le chef de service de réanimation pour avoir une vraie procédure d'urgence de prise en charge qui ne remonte pas au service. Donc, le souhait, c'était de se dire justement, c'est comme s'il était hors de l'hôpital d'une certaine façon. Et donc, on a un agent hôtelier qui est présent en permanence dans cette unité. Et donc, on a travaillé comment il fait si jamais il y avait besoin. On a dû l'utiliser 3 fois depuis l'ouverture en septembre, où l'idée, c'était de dire, il va avec le patient aux urgences et ensuite, on voit avec le service de soins ce qu'il en est. Donc, ça a bien fonctionné, mais je pense que c'est un point extrêmement important pour rassurer également les services, c'est de travailler sur cette procédure de qu'est-ce qui se passe si, au cas où, comme si le patient était chez lui, au cas où, il y a quand même besoin de savoir ce qu'il en est, et pas forcément de dire finalement on le renvoie tout de suite dans le service de soins, parce que ça sera un peu la facilité. Mais l'idée, c'était de dire non, justement, on fait comme s'il n'était pas dans l'hôpital. Et donc, il repasse par les urgences et c'est là où il est évalué. Et au final, soit il retourne dans le service, effectivement, soit sa prise en charge ne nécessite pas d'être poursuivi aux urgences. Donc ça, c'est un sujet, j'insiste, parce que ça a été un élément très rassurant, en tout cas pour les services qui étaient parfois inquiets de se dire qu'est-ce qui se passe. Et aussi, on parlait de la responsabilité de ce sujet. Et la crainte aussi de dire, oui, vous nous l'enlevez des services et puis finalement, vous allez nous le renvoyer dès qu'il y aura un problème. Voilà, donc il y avait ce sujet-là. Donc aujourd'hui, nous, on est organisé sur cet hôtel interne. Donc on avait ouvert, jusqu'à présent, on n'est ouvert que 5 jours sur 7, c'est-à-dire qu'on n'est pas ouvert la nuit du vendredi ni du samedi. Donc on est ouvert jusque le vendredi midi et on reprend le dimanche en fin d'après-midi. Et en fait, dès le 22 mai, on a décidé finalement d'ouvrir 7 jours sur 7 parce que, et notamment le vendredi soir, on sait qu'on a une forte demande de pouvoir effectivement libérer des patients qui ne peuvent pas sortir tout de suite le vendredi, mais qui finalement sortent le samedi, ou parfois sortent le lundi parce que c'est pas toujours l'idéal de sortir le week-end. Et donc, on sait que là, en tout cas le vendredi, je suis certaine qu'on arrivera à répondre à pas mal de demandes. Le samedi, je suis un peu moins, on verra. Mais donc, on va expérimenter une ouverture à 7 jours à partir de mi-mai. Aujourd'hui, donc, on a une arrivée des bénéficiaires, vous le voyez, et on a une évaluation qui sera faite sur ce sujet. On a un frigo connecté dans l'unité qui fonctionne très, très bien pour que les repas puissent être pris par les gens qui sont présents dans l'hôtel hospitalier interne. Et on a le petit déjeuner que nous, on offre, en tout cas,
qui est assurée également. On a une salle de petit déjeuner, on a une salle, comme je disais, de repas avec un frigo connecté. Ils peuvent sortir, effectivement, donc ils peuvent aussi voilà, se nourrir à l'extérieur, mais ils utilisent beaucoup ce dispositif. Donc, bon, je vous ai mis voilà, ce que je viens de vous dire. On a mis en place le protocole d'urgence. On a mis en place aussi des protocoles pour des parcours spécialisés qu'on a finalisés, notamment les patients sous oxygène. On a eu cette demande. On essaye de s'adapter au plus des demandes des services. Donc, la pneumo, par exemple, nous a dit, bah, moi, ça me dérange. Donc, alors, bien sûr, on ne prend pas des patients sous oxygène qui devraient être à l'hôpital. On prend des patients qui pourraient être chez eux sous oxygène. Et donc, on a pris là aussi une organisation qu'on a vue avec la pharmacie, avec le service. On a voilà, organisé les choses pour que ça se passe. Les patients avec drain, on l'a pas encore. Alors, le protocole est fait, mais on n'a pas encore eu de patients qui l'ont expérimenté. Donc là, c'est la chirurgie thoracique qui nous a demandé ce parcours et donc on l'a écrit. Et voilà, on va l'expérimenter quand ça sera possible. Et aujourd'hui, donc les premiers résultats, c'est une occupation, vous voyez, 14 chambres. On est plutôt, alors 6 chambres, c'était au mois de mars. Là, on est plutôt autour de 8 à 9 chambres. Donc, vous voyez que déjà en avril, on a pu augmenter. Et on a bien sûr toujours nos unités extérieures aujourd'hui, puisqu'on n'était pas ouvert 7 jours sur 7. Donc, on continue à avoir la maison des parents répond à un besoin spécifique qu'on gardera. Et on a d'autres besoins qui font que c'est plus facile parfois pour des patients qui restent très longtemps d'être dans des résidences où ils peuvent se faire leur cuisine, etc. Donc, on garde aussi ce dispositif. Donc, le travail de conviction, il doit se poursuivre. Même si on a augmenté, on n'est pas aux 20 patients ou 15 patients par jour dans l'hôpital qui sont dans des hôtels hospitaliers. Donc, on sait qu'on a encore une marge de manœuvre, de progression. On n'est pas encore à la moitié de ce travail. Donc, on a l'idée, c'est de poursuivre peut-être avec un pilotage plus médicalisé, de peut-être travailler sur un comité où on va essayer de mettre en place avec un médecin, maintenant qu'on a des médecins un peu plus convaincus, qu'au début, on va pouvoir trouver des sponsors à l'intérieur qui vont nous permettre, je pense, de déployer les choses, maintenant qu'on a fait la preuve un peu de concept. On commence à mettre en place un bed management, une unité de coordination de la sortie, donc on travaille avec eux pour que ça soit vraiment travaillé dans le parcours du patient dès son entrée quasiment. Donc, c'est là aussi quelque chose qu'on essaye de développer au-delà des préhabilitations qu'on avait déjà fait. Là, on essaye d'aller un peu plus loin dans certains parcours. Et on va refaire des enquêtes de potentiel parce que c'est vrai qu'avec le développement de l'ambulatoire, le potentiel, il se réduit forcément. En 2021, quand le travail premier avait été fait, c'était pratiquement 40 patients qui avaient été estimés comme pouvant rentrer dans l'hôtel hospitalier. Comme on a beaucoup développé l'ambulatoire depuis, on sait que notre potentiel s'est réduit aussi là de façon aussi importante dans ce sujet. Voilà le retour que je peux vous faire sur notre expérience à Foch. Merci beaucoup. Un retour d'expérience très riche. Est-ce que ça a déjà été mis en place dans le secteur privé? Je vois là donc docteur Tarfaoui qui était intervenu tout à l'heure. Oui, on l'a vu, mais vous étiez peut-être pas présente au moment. Sur la petite carto, notamment en région, on a des établissements privés qui ont déjà mis en place des HTNM. Je sais pas, Madame Escalon, si vous voulez parler peut-être aussi au niveau de votre département, ça se fait aussi bien Alors dans... oui, ça se fait en clinique privée. Oui, non, ça se fait dans les cliniques aussi. Alors j'ai pas un nom à vous donner, mais je pense que ça se fait. Oui. Peut-être Monsieur Simon qui a un peu une vision peut-être un peu plus nationale. Je ne sais pas si vous avez un panorama des HTNM en France. Non, on n'a pas de cartographie des établissements et du niveau. En revanche, la DGOS réalise un... Mince, ma caméra avait disparu. La DGOS réalise un état des lieux, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec la remontée annuelle. Alors, j'ai pas les derniers chiffres en tête. On l'avait suivi notamment dans le cadre de l'engagement maternité,
ou là pour lequel, enfin pour le dispositif pour lequel il y a une obligation de la part des établissements de mettre en place le dispositif. Mais je pourrais vous faire parvenir si vous le souhaitez une petite synthèse qu'on doit pouvoir retrouver facilement via la DGOS, si vous le souhaitez diffuser à Oui, l'ensemble on pourra des l'inclure participants. comme ça, ouais. Ouais, je pense que c'est Merci. intéressant. On complétera, ouais, très bien. Comme ça, on complétera, oui. Juste avant Docteur Dreyfus, il y avait une question qui avait été posée. Alors, vous me direz qui voudra prendre la parole. Alors, Monsieur Yem, qui est le directeur de la polyclinique du Val-de-Saône, si je ne me trompe pas. Il me semblait que le patient ne devait pas être seul la première nuit après une intervention chirurgicale en embu. Il faut donc que l'hébergement permette l'accueil d'un accompagnement adulte, y compris pour un patient adulte. Oui, oui, c'est tout à fait. Nous, en tout cas, on peut avoir un accompagnant dans la chambre, c'est ce qu'on prévoit, effectivement. Oui, je parlais des sorties tardives, c'est-à-dire que c'était un patient qui pouvait sortir avec son accompagnant, mais qui, dans ce cas-là, serait resté dans un service de soins parce que soit il était trop tard, soit il n'y avait pas eu le temps de surveillance, vous savez, nécessaire. Et donc, dans ce cas-là, nous, maintenant, on oriente vers l'hôtel hospitalier le patient et son accompagnant dans ce cadre-là. Parce qu'en fait, on a quelqu'un de présent toute la nuit, donc il peut accueillir à tout moment le patient et son accompagnant. Merci. Est-ce que Monsieur Yem, ça répond à votre question? Je pense. Docteur Dreyfus, je vous en prie. Alors, moi, j'ai une petite question. Dans la rénovation de vos 14 chambres à l'hôpital Foch, vous avez mis une télésurveillance sur ces 14 chambres ou une téléalarme? Non, on ne l'a pas fait. On a par contre comment ça s'appelle? Alors, on n'a pas mis un dispositif centralisé. Par contre, on a mis en place un dispositif de sonnette ou d'alarme dans la chambre, puisque, comme je le redis, on a quelqu'un qui est présent en permanence, qui n'est pas un soignant, hein, qui est un agent hôtelier, qui est présent dans l'unité toute la journée et toute la nuit. Et donc, on a mis effectivement un système de sonnette qui retombe dans le bureau de cette personne. Mais on n'a pas mis de télésurveillance. C'est une question qu'on peut se poser, effectivement. Et deuxième question, vous avez une commission des usagers. Est-ce qu'en commission des usagers, vous avez abordé cet hôtel hospitalier en expliquant bien les différences, que le patient le comprenne bien, puisque on va être sur la notion de la bonne information, puisqu'on va se retrouver avec une chambre dans l'hôpital. Donc pour lui, et des fois, ça va être un peu difficile de comprendre, est-ce que c'est une vraie chambre hospitalière, est-ce que c'est un hôtel hospitalier, voilà, l'information, je rappelle ces 3 adjectifs, clair, loyal, approprié. Voilà. Donc, est-ce qu'avec vous avez tracé tout ça? Alors, on avait présenté à la commission des usagers. Par contre, votre remarque est extrêmement pertinente parce qu'on s'est rendu compte effectivement que parfois les patients n'étaient pas très au clair. Donc, on s'est dit justement il n'y a pas longtemps qu'il fallait qu'on prépare un petit dispositif d'explicitation, de communication auprès des patients. Il y en a qui comprennent très bien et il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il y en a qui sont un peu perturbés. Voilà, disant mais pourquoi finalement on me met ailleurs juste voilà, donc il faut qu'on ait une petite communication, mais oui, nous on avait présenté à toutes les instances, hein, bien sûr, le dispositif avant de le mettre en place, mais la communication auprès des patients, je pense qu'il faut qu'on la refasse. Il faut qu'on la fasse d'ailleurs de façon plus importante que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui, je rebondis dessus, hein, Sandrine. On a déjà échangé avec un établissement en région qui a justement cette solution d'hôtel hospitalier en interne et c'était une un des principaux points qui soulevait l'information auprès des patients.
et notamment de sa localisation. Je ne sais pas vous, Madame Escalon, où est-ce que se situent ces 14 chambres? Est-ce que c'est dans des étages? Est-ce que c'est plutôt un rez-de-chaussée? Ça peut jouer aussi, je pense, dans Alors nous, c'est l'inconscient du vraiment patient. imbriqué. C'est Mm. vraiment imbriqué. Donc c'est vrai que ça peut être pas très clair parce que c'est pas une petite unité à part. C'est vraiment dans l'hôpital. C'est un étage enfin un étage, même une partie d'étage, hein, puisque c'est une unité vraiment à part, hein, qui est séparée, mais qui est insérée dans le contexte hospitalier. Donc oui, oui, c'est quelque chose. Et je note, hein, et d'ailleurs, je suis intéressée s'il y a des établissements effectivement qui ont déjà trouvé des petits livrets d'infos, des façons de faire, ça m'intéresse parce que c'est effectivement la question, enfin, le sujet qu'on doit traiter là pour mieux faire sur ce sujet-là. Mais en général, nous, en tout cas, ils sont extrêmement, enfin, vraiment, on suit de façon très précise, comme on n'a pas, vous avez vu, on a quand même encore un nombre de patients qui permet de suivre de façon très individualisée. Il y a vraiment une très grande satisfaction d'hôtel hospitalier interne pour le moment. Et je vous ai dit, on a eu 3 patients qu'on a dû emmener que l'agent hôtelier a dû emmener aux urgences, 2 qui ont été réhospitalisés, hein, pour être très transparente, hein, dans l'hôpital. Mais ça n'a pas apporté, les patients l'ont tout à fait compris, ça s'est bien passé. Comme je vous dis, on avait mis en place cette procédure d'urgence, donc tout était assez balisé. Il n'y a pas eu de conséquences et les patients nous ont fait des retours tout à fait positifs. Ils avaient voilà, pas de problème sur le sujet. Pas d'autres questions dans la conversation? Sandrine, petite question, c'est bon pour toi aussi? Non, non, moi j'avais peut-être juste un complément, peut-être concernant justement, vous parliez de travailler avec les acteurs de ville, hein. Est-ce que c'est quand même un dispositif qui est un petit peu nouveau, est-ce que comment vous avez pu communiquer avec les acteurs justement sur ce dispositif? Est-ce que vous avez fait quelque chose de spécifique en fait, Et notamment sur le fait qu'ils puissent intervenir intervenir en en HCINM, intra? je Ouais. pense que... Oui. Eh ben, oui, en fait, il y a eu, alors c'est pas moi qui m'en suis occupée, mais on a une unité de coordination de la sortie qui existe et qui, du coup, a des liens très étroits puisqu'on s'occupe déjà de tout ce qui est prise en charge à domicile, hein, de retour à domicile. Et donc, il y a eu effectivement des présentations, notamment quand on a ouvert notre hôtel hospitalier interne, avec différents professionnels libéraux du territoire pour leur expliquer. Et ils sont plutôt, eux, et ça se passe bien, ils interviennent, hein. On a régulièrement des infirmières, on peut avoir. Donc, ça se passe pour le moment bien. Donc, on l'a assez peu fait dans les hôtels, et je me demande, oui, les hôtels entre guillemets touristiques. Ça s'est assez peu fait, par contre, jusqu'à présent, mais c'était possible. On l'a fait quand même quelques fois. Ça se fait régulièrement à la maison des parents, de temps en temps, et à la résidence aussi. Mais c'est vrai qu'avec l'hôtel hospitalier interne, on le fait beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de le faire, je pense, pour les professionnels aussi. C'est plus simple, je pense, elle aussi, pour elles, de se dire, enfin, pour eux, de se dire, on intervient à cet endroit-là. Donc, ouais. Ouais, c'est un établissement de santé, quoi. Ouais, je pense que c'est plus facile. Là, par contre, ça doit être plus facile à comprendre pour elles quand c'est à l'hôpital que quand c'est dans un hôtel classique, on va dire. Ouais. J'ai Merci. l'impression qu'il y ait d'autres questions. Merci beaucoup, Madame Merci. Escalon. Et puis, je vous propose qu'on passe à notre dernière intervention, qui est la solution MyHospital, notamment utilisée par l'hôpital Foch. Et donc, je laisse la parole à Madame Loisel et Monsieur Second. Alors, bonsoir à tous. Je partage la présentation de notre solution. Alors, rapidement, on va se présenter. On ne va pas faire perdre trop de temps parce qu'il est déjà tard. Voilà, donc nous sommes, enfin, je te laisserai te présenter Arthur, cofondateur de la société MyHospital. Et nous nous sommes créés en 2020
autour justement de l'idée d'aider les établissements de soins dans la gestion de l'hôtel hospitalier, puisque on s'est rendu compte que c'était très chronophage. On a travaillé d'ailleurs avec l'hôpital Foch beaucoup pour mettre en place, en fait, on va dire, une ergonomie sur notre plateforme qui corresponde à la fois aux patients, enfin qui soit suffisamment intéressante pour les patients et pour les professionnels hospitaliers. Donc, on a une relation avec l'hôpital Foch qui est assez longue. Et puis, voilà, donc je te laisse te présenter, Arthur. Moi, je suis donc cofondatrice Valérie Loisel. Je m'occupe d'expérience patient et de communication vers les patients pour leur signaler que l'hôtel hospitalier a été mis en place dans l'établissement dans lequel nous nous déployons, et vers les professionnels de santé également pour leur expliquer les contours du dispositif et les conditions d'éligibilité du patient. Merci Valérie. Donc moi c'est Arthur Second, je suis cofondateur également. Je suis de formation ingénieur biomédical, donc j'ai beaucoup participé du coup au développement de la solution technique, mais j'interviens aussi beaucoup dans le déploiement de cette solution au sein des établissements et même bien avant parce que c'est des process qui sont assez longs. Et donc on va vous détailler un petit peu cette plateforme. Je ne sais pas si tu peux passer les slides Valérie. Donc là, on travaille dessus depuis déjà un petit bout de temps parce que même si on a été créé en 2020, on travaille dessus en fait. Je crois qu'on a commencé un peu en même temps que l'expérimentation. Donc on a pris ce pari de se dire il y aurait besoin d'une solution de gestion, un petit peu comme les logiciels qu'il y a sur la gestion des lits. Mais cette fois-ci sur les réservations. Et puis, bah, c'est un pari qui s'est avéré gagnant parce que bah, dans les conclusions justement de cette expérimentation, il est mentionné que voilà, le frein aussi au déploiement de l'hôtel hospitalier, c'est le manque d'un outil. Du coup, on a créé cette plateforme digitale qui, bah, comme toutes les plateformes, le but premier, ça va être de gagner du temps. Donc, c'est de centraliser les réservations et de permettre au personnel hospitalier de pouvoir faire facilement des demandes de réservation qui basculeront du côté du patient et de l'hôtel. Donc, le but, c'est d'automatiser vraiment toutes les actions qui sont très chronophages. En fait, on le voit encore dans des hôpitaux. Il y a beaucoup de réservations qui sont faites encore au téléphone. Donc, une secrétaire ou une assistante sociale qui va appeler un patient pour lui proposer, appeler l'hôtel pour demander s'il y a de la place, etc. Ça fait beaucoup d'allers-retours. Donc, le but, ça a été d'automatiser toute cette partie-là. D'autres choses comme par exemple le consentement dont on parlait au tout début, qui peut être dématérialisé et que du coup est dématérialisé via la plateforme MyHospital parce que dès que c'est du papier, bah, ça devient, c'est une tâche toute bête, mais ça prend tout de suite beaucoup de temps parce qu'il faut l'imprimer, il faut la faire signer, il faut la scanner, il faut la mettre sur le DPI. Donc bref, c'est tout de suite très long. Et donc, on a mis en place cette plateforme et on a fait le choix aussi de se dire que on veut que le patient, dès qu'il est assez technophile et autonome, puisse choisir son hébergement hôtelier. Donc, parmi une liste d'hôtels partenaires qui sont référencés MyHospital, donc aujourd'hui, on en a à peu près 2000 à l'échelle nationale, que ce soit des hôtels de tourisme, des appart-hôtels ou des résidences services seniors. Et le but, c'est que si le patient le souhaite, il peut prendre la main et via son accès, choisir son hôtel parmi la liste des hôtels qui ont conventionné avec l'hôpital. Donc ça peut être le patient, ça peut être aussi son accompagnant qui prend la main, parce que des fois c'est plus simple. Et puis on commence à avoir de plus en plus aussi les aidants et les accompagnants qui vont faire partie aussi du parcours de soins du patient. Et ça peut être l'hôpital également qui fait les demandes de réservation pour certains cas, donc comme pour le cas de l'hôpital Foch, où je crois que beaucoup de patients qui sont adressés dans l'hébergement en hôtel hospitalier en interne sont faits directement par les secrétariats. Et donc cet accès patient, on s'est rendu compte qu'il permet beaucoup de choses déjà, donc d'impliquer le patient dans ses choix hôteliers. C'est lui qui va rajouter s'il a besoin de services supplémentaires, s'il veut, alors on l'a beaucoup sur le cas de la pédiatrie, mais des parents qui accompagnent, qui ont besoin d'un lit parapluie, ce genre de choses. Donc ils peuvent tout renseigner sur la plateforme. Et donc ce qui permet aussi d'éviter à la secrétaire d'avoir ce rôle aussi d'agence de voyage. Donc ça c'est très pratique, ça fait gagner du temps. Et on s'est rendu compte aussi que dans certains établissements, notamment au CHU de Nice, qu'on réduit les cas des no-shows par 4. En fait, on en a parlé en plus au début, mais le fait qu'on implique le patient, ça l'engage un petit peu dans sa réservation. Et puis, s'il veut annuler, il peut le faire facilement aussi via la plateforme. Donc, ça permet vraiment d'optimiser en fait toute la gestion de ces réservations-là. Et le deuxième choix qu'on a fait aussi, deuxième choix technique au-delà du portail patient, c'est de faire en sorte que cette solution soit interopérable. Déjà pour répondre aussi aux demandes et aux politiques des établissements en manière de connexion avec le SIH, mais également pour éviter d'avoir déjà des saisies supplémentaires parce que c'est un outil en plus, qui a un formulaire, etc. Donc le but, c'est que ça soit le plus fluide et le plus simple d'un point de vue administratif.
Mais également, et depuis ce début d'année, c'est de pouvoir mettre en visibilité les patients qui sont éligibles à l'HTNM. Donc éligibles dans le sens qui répondent aux critères qui sont mentionnés par le décret, donc principalement le critère d'éloignement, mais également pouvoir cibler en fonction d'un service, d'une spécialité, d'une programmation, c'est-à-dire faire mettre en avant des patients qui ont peut-être des programmations, des entrées en ambulatoire qui sont assez tardives et pour lesquelles on sait qu'en sortie, il faudra peut-être mettre en place une unité d'hôtel hospitalier. Et comme disait Monsieur Simon au tout début sur la partie, on va dire, étude du potentiel de nuitée avec le PMSI, bah, le but, c'est justement de prémâcher ce travail d'identification et de mettre en visibilité ces patients éligibles, même si derrière, voilà, il faut l'accord médical, il faut la prescription et c'est pas nous de le décider, mais c'est déjà pouvoir avancer dans ce sens-là et faire gagner du temps sur cette partie-là. Autre chose que je peux ajouter, c'est qu'on est aussi depuis 2025 référencé directement dans la centrale d'achat du RESA. On est très content parce que ça montre aussi que du côté des achats publics, il y a aussi une volonté de pousser ce type de solution pour déployer plus facilement aussi le dispositif d'hôtel hospitalier. On va vous présenter, là, on a quelques captures de la plateforme. Donc, du côté de l'hôpital, le but, c'était d'avoir vraiment une vision globale des réservations sous forme de planning, avec un code couleur qui permet de savoir l'état de la réservation. Il y a possibilité d'en créer directement sur le planning, donc de récupérer directement les informations du patient aussi via le connecteur HL7 qu'on a mis en place et de modifier, supprimer la demande, etc. Donc, c'est très simple d'utilisation du côté, alors je dis du secrétariat, mais ça peut être de la cellule de gestion des lits, ça peut être de l'infirmière coordinatrice et également aussi des assistantes sociales, hein, ça dépend qui prend en charge en fait aussi les demandes de réservation. Et le but aussi, c'est que ça puisse coller à l'organisation d'un établissement. Donc, ça peut être très bien la cellule de gestion des lits qui a une vision sur le planning global de toutes les réservations, mais ça peut également être filtré par service. Donc, dans le cas de l'hôpital Foch, chaque service a son planning avec toutes les réservations d'hôtel hospitalier et est indépendant en fait sur ces réservations-là. On a d'autres captures comme la liste des patients. Donc là, je passe rapidement dessus, mais ça permet de voir aussi les patients qui sont éligibles, ceux qui ont été adressés, etc. Donc ça permet aussi sur l'export d'ATEXP, donc qui a été mentionné au tout début, de pouvoir exporter facilement, parce que ça aussi, c'est quelque chose, ce dossier, il est formaté spécifiquement. Il faut récupérer les données. Ça peut prendre beaucoup de temps du côté du département d'information médicale. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir un fichier tout prêt qui sort et qui puisse être exporté facilement vers la TIH. Et du côté du patient, donc quand celui-ci se connecte via ces accès qui sont envoyés automatiquement une fois que la demande de réservation est faite par l'hôpital, il va pouvoir sélectionner son hébergement hôtelier en fonction du coup de ce que le patient souhaite, hein. Finalement, c'est lui qui a la main, donc il peut filtrer en fonction des parkings, s'il a besoin d'une place de parking, d'un service de restauration, s'il y a un accès PMR, donc c'est des choses qui peuvent être rentrées aussi du côté du secrétariat pour faciliter aussi la recherche du patient. Et on ne le voit pas sur cet écran, mais on affiche aussi l'itinéraire entre l'hôpital et l'hôtel, parce que voilà, la proximité géographique, c'est le critère principal de choix du patient. Sachant qu'avec l'hébergement interne de l'hôpital Foch, bon, ce problème ne se pose pas. Je te laisse poursuivre, Valérie, peut-être sur l'offre Ouais. de service. Merci. Donc, c'est vrai que cet outil, en fait, il est corrélé bien évidemment avec une offre de service qui est complète autour de l'HTNM, que ce soit pour le mettre en place ou pour le déployer de façon plus, entre guillemets, massive. En fonction des objectifs de l'établissement. L'idée, c'est bien sûr de faire une espèce de petit diagnostic sur les besoins de l'établissement, sur les objectifs que l'établissement s'est fixé, ou bien que nous, on peut, en regardant un petit peu justement avec les données, s'ils ne sont pas forcément encore rompus à l'usage ou qu'ils n'ont pas encore trop mis le nez dedans, on les aide vraiment pour avoir une idée d'objectif mensuel. Ça n'est qu'une idée de base, mais c'est très important parce que se donner des objectifs, ça permet aussi d'impliquer les professionnels hospitaliers. On déroule ensuite un calendrier de mise en place, puisqu'il y a un certain nombre d'étapes à accomplir avant l'ouverture, en tout cas, du dispositif aux patients, avec les conventions hôtelières, puisque nous, on a quelqu'un en interne qui s'occupe vraiment de gérer toute la partie hôtelière avec
la prise la prise de contact avec tous les hôteliers qui sont à proximité. Voilà, enfin, on a une personne qui est dédiée uniquement à ça chez nous. On fait aussi, donc, on aide un petit peu à réécrire certains process pour la mise en place de l'hôtel hospitalier. Il y a bien entendu le paramétrage de la plateforme, les comptes utilisateurs, etc. La formation des professionnels, comme on vous le disait tout à l'heure, et les supports de communication, puisque c'est très important. On en a déjà parlé de la communication vis-à-vis des patients, vis-à-vis des professionnels, pour que tout le monde dans l'établissement et au niveau des patients soit bien informé du fait que le dispositif est mis en place et que si le patient en a connaissance et qui se dit, bah, tiens, peut-être moi j'arrive de loin, etc., et puis simplement se dire qu'il est potentiellement éligible et en parler à son praticien hospitalier. On met notamment en place des affichettes avec des flashcodes et un questionnaire d'éligibilité très simple et très rapide sur lequel le patient peut rapidement savoir si potentiellement il est éligible, éventuellement donc en parler à son médecin. Et ensuite, on a les premiers envois de patients. Puis ensuite, on a un accompagnement au déploiement, puisqu'on a donc quelqu'un chez nous qui s'occupe uniquement d'une hotline pour aider les patients, les professionnels, etc., donc qui répond très vite. On met en place des comités de pilotage, on intervient en CME, et puis on fait des emailing qui sont un peu, entre guillemets, incentives vers les utilisateurs hospitaliers, notamment pour leur donner des tips d'utilisation de la plateforme. Et puis, enfin, on a mis en place récemment un trio d'experts de l'hôtel hospitalier, enfin en tout cas hospitalier, qui connaissent bien le dispositif, qui connaissent bien les parcours patients, avec des médecins et avec des professionnels comme par exemple un directeur opérationnel, etc., et qui peuvent éventuellement apporter un diagnostic très précis et beaucoup plus poussé sur site, si tant est que l'établissement de soins en ait le besoin. Donc voilà, ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que nous, on met en place un rétro-planning de déploiement qu'on livre bien entendu à l'hôpital pour qu'il y ait déjà une idée un petit peu figée dans le temps sur les différentes étapes qui seront nécessaires avant l'envoi des premières réservations. Alors, je vais peut-être te laisser reprendre la main là-dessus, Arthur, si tu veux Oui, bien bien. sûr. Alors, pour répondre à la question qu'il y a eu au milieu, c'est que, alors, nous, on travaille avec des établissements privés, donc on peut confirmer que oui, ça concerne également le privé. Donc aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine d'établissements, du public au privé, en passant par les ESPIC. On se base beaucoup, du coup, le but, c'est en fait, c'est de proposer aussi un service qui soit clé en main aux établissements. On l'a vu au début, il y a beaucoup d'actions à faire pour le mettre en place. Après, il y a encore beaucoup d'actions pour gérer le dispositif. Donc le but, c'est d'avoir cet outil avec un panel d'hôtels référencés qui permet d'avoir pour les établissements un service clé en main et qui soit disponible immédiatement, bien sûr, en respectant les délais qui sont imposés par les ARS, sachant que on a, alors petit aparté, j'ai vu que pour certains, dans certaines régions, la déclaration d'HTNM à l'ARS se fait via les démarches simplifiées, avec un retour qui peut se faire sous moins d'un mois, une validation qui peut se faire, on l'a vu avec la région Nouvelle-Aquitaine, en 1 à 2 semaines. Donc voilà, je soumets peut-être la proposition du côté de l'ARS, ça peut être intéressant, ça permet aussi d'accélérer un petit peu le dispositif, parce que souvent quand on est contacté par l'établissement, c'est qu'il y a un besoin aussi de le mettre assez rapidement en place. Et donc voilà, tout est bon pour gagner un petit peu de temps. Je te laisse passer, Valérie. Ce qu'on fait également au tout début, c'est une étude vraiment assez macro du potentiel de nuitées qui peuvent être externalisées. Donc ça reprend pas forcément l'étude enfin en tout cas le guide qui est proposé par la NAP. C'est basé sur les infos que nous on a du côté de nos clients et du côté de Visushare. Donc il y a un premier calcul qui est fait par rapport au taux d'externalisation qu'on a chez nos clients et qu'on met en parallèle avec un établissement avec des spécialités similaires. Donc là, j'ai pris l'exemple des hôpitaux civils de Colmar, avec qui on ne travaille pas, mais je trouve est un bon exemple. Donc en fait, il y a un premier calcul qui est fait sur le taux d'externalisation qu'on a en moyenne chez nos clients, donc qui permet voilà, c'est en bleu foncé et qui permet de juger que voilà, il y a 270 nuitées qui peuvent être externalisées par mois. Et un deuxième calcul qui est
intéressant aussi et qui fait le lien avec l'ambulatoire, c'est que selon Visushir, il y a un potentiel supplémentaire d'ambulatoire qui est de 26% pour l'hôpital Louis Pasteur. Et en fait, on a découvert que dans ces 26% de potentiel supplémentaire, il y a un certain pourcentage qui concerne des patients qui sont adressés en hospitalisation complète et pas en ambulatoire, justement du fait de leur éloignement. Donc c'est dommage parce que ça, c'est des pourcentages en fait de taux d'ambulatoire qui peuvent être facilement gagnés en adressant ces patients en hôtel hospitalier et qui permet voilà, d'augmenter, parce qu'on sait qu'il y a l'objectif des 80% qui est adressé, qui est ciblé en tout cas, mais voilà, il y a un gain simple d'ambulatoire en adressant les patients d'hôtel hospitalier. Et puis derrière, il y a aussi un enjeu financier. Alors, c'est vrai qu'on en parle avec certains profils hospitaliers parce que c'est aussi une question du côté des hôpitaux. C'est de réduire la DMS, d'économiser sur les séjours, de potentiellement, en fonction de l'activité du bloc opératoire, de l'optimiser. On sait que tous les blocs ne tournent pas forcément à 100%. Il y en a certains qui dépendent beaucoup du capacitaire. Donc, c'est vrai qu'avoir aussi un capacitaire, on va dire, flexible, souple du côté hôtelier permet de générer un peu plus d'activité. Et on a eu le cas, Valérie en parlera tout à l'heure, de patients justement qui peuvent être pris en charge plus rapidement du fait que l'hôtel hospitalier est proposé par l'établissement de santé. Alors, on va vous parler maintenant de l'expérience patient, en tout cas de notre fenêtre très modeste. Par rapport à l'usage de la plateforme, systématiquement, on envoie donc un questionnaire de satisfaction parce que ça nous intéresse, parce que ça nous paraît très important de toujours coller, en tout cas, aux besoins du patient sur l'usage d'un outil digital, quel qu'il soit, en tous les cas. Donc, ce qui est plutôt positif, c'est que visiblement, cette plateforme de réservation est simple d'utilisation. Ce qui intéresse beaucoup les patients aussi, c'est le fait qu'ils puissent comparer dans quel établissement hôtelier ils sont susceptibles de réaliser leur nuitée. Et puis, qu'il y a une lisibilité du reste à charge, si tant est qu'il y en ait un, qui est très simplement accessible. Par rapport au dispositif en lui-même, parce que ça nous intéresse aussi de questionner les patients sur l'hôtel hospitalier. Alors, on voit qu'effectivement, il y a une amélioration du confort de la prise en charge. Et ce qui est très important, qui apparaît en dernier sur la droite, c'est ce que disait Arthur, c'est qu'en fait, il y a quand même plus de 25% des patients qui remontent que ça leur a permis d'être pris en charge plus rapidement. Donc ça, je pense que quand on parle aujourd'hui d'adressage, de couverture, en tout cas hospitalière, territoriale et d'accès à l'offre de soins, ça fait partie des choses qui sont assez intéressantes. Alors, on va vous partager, parce que nous, on a fait appel à des patients. Ça nous intéressait de recueillir des témoignages de patients qui étaient passés par l'hôtel hospitalier, par notre solution. Et on va vous partager un petit enregistrement qui n'est pas très long, rassurez-vous, sur une patiente qui a bénéficié de l'hôtel hospitalier justement avec la plateforme. J'ai connu le dispositif grâce à l'hôpital Foch. C'était avant un gros rendez-vous annuel. J'ai demandé plusieurs fois pour pouvoir avoir une chambre en externe et non pas en interne, venant parfois la veille de mon rendez-vous, habitant très loin. Incroyable. Dans le sens où on est comme à la maison. On est super bien accueillis. On a une chambre personnelle. Et c'est bon enfant, c'est agréable. Donc, à recommander sans hésiter. Donc, évidemment, oui, je recommanderais volontiers, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je dirais aussi aux patients de demander la possibilité de dormir hors de l'hôpital parce que c'est un confort. On dort mieux, on est bien. Ça nous permet d'arriver plus tôt, donc la veille, ou dormir encore là le soir quand on a beaucoup de rendez-vous et que ça commence très tôt le matin et qu'on vient de loin. Simplement, merci. Merci parce que ça existe. Merci d'aider les patients à être comme chez eux et non pas à l'hôpital où tu as les bips de la nuit, les infirmières qui passent. C'est pas le même rythme. Le matin, tu te lèves avant ton rendez-vous, mais tu n'es pas obligé de te lever aux heures des passages d'infirmières pour les constantes, etc., quand on n'a pas besoin. Donc oui, évidemment, c'est un grand, grand merci pour ce dispositif qui est bien utile pour tous les patients.
Voilà, alors bon, nous, ce qui nous a plu aussi, c'est que quand on a demandé ça aux patients, il y en a plein qui nous ont dit qu'ils étaient OK pour se filmer eux-mêmes. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, même si derrière, on fait un petit montage pour un peu raccourcir et puis rendre les choses plus rapidement, en tout cas les informations plus rapidement accessibles sur les retours. Euh, En tout cas, ce serait chouette que les instances gouvernementales puissent voir ce genre de témoignage, parce que le merci, parce que c'est super, je trouve que ça doit être très agréable quand on a travaillé sur la mise en place du dispositif. En tout cas, voilà, bon, c'était pour clore un petit peu tout ce qu'on voulait vous montrer ce soir. Voilà, donc on a fini pour notre partie. On est disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. On espère qu'on a été clair dans notre exposé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dernière présentation et sur la solution proposée? Pas l'impression. Oui, docteur Dreyfus, je vous en prie. Alors, je vais revenir vers vous. Moi, je suis un ancien chirurgien. J'ai participé à la construction des parcours avec les infirmières de coordination. Quand vous êtes chirurgien, vous voyez un patient que vous devez lui expliquer que vous allez l'opérer d'une prothèse de genou ou de hanche. C'est déjà des consultations qui sont longues. On doit expliquer plein de choses. On doit s'occuper du préopératoire, du père et du post. Et dans le poste, on a connu l'époque, puisque nous, on est passé en chirurgie ambulatoire en 2014, donc il y a maintenant 12 ans. On a connu l'époque où les patients nous disaient, mais vous allez me renvoyer à la maison après une prothèse de hanche ou de genou. Moi, j'ai cotisé toute ma vie à l'assurance maladie et je veux de l'hospitalisation complète. Aujourd'hui, quand vous nous faites la présentation, moi, je suis très gêné. Il va pas falloir qu'on vende les chambres, l'hôtel hospitalier comme une alternative, parce qu'autrement, les patients vont arriver en nous disant, c'est peut-être plus sympa d'aller à l'hôtel que de rentrer à la maison. C'est le risque, hein, si on fait un parallélisme avec ce qui s'était passé il y a une dizaine d'années antérieures. Je pense, et en plus, votre prescription d'hôtel hospitalier est une prescription médicale. C'est pas le patient qui doit décider de sa sortie, de son type de sortie, c'est bien un acte médical sur des checklists médicales que nos sociétés ou nos collèges nationaux nous donnent. Moi, de vous entendre, j'ai l'impression qu'on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore. On va donner une alternative. Je rappelle que l'objectif de l'assurance maladie, de la DGOS, c'est 80% de chirurgie ambulatoire. On était aux 70%, maintenant c'est 80%. Ça veut dire que le patient, il est dans un parcours structuré, coordonné et qui peut rentrer à domicile. Donc, dans la présentation qu'on a eue sur l'hôpital Foch, on a eu cette réflexion de dire que justement ces critères d'hospitalisation ambulatoire se durcissant, le potentiel diminuait. Et il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit ça la règle. J'ai rien contre une société qui va venir faire du marketing et essayer de développer l'hôtel hospitalier. C'est pas dans la vision médicale. Voilà. C'est une alternative pour certaines situations, l'éloignement, l'isolement, on est d'accord, mais ça doit être quelque chose on ne va pas ouvrir une nouvelle boîte de Pandore sur une nouvelle type d'hospitalisation. Je suis désolé de vous dire ça, mais... Ah non, mais ne soyez pas désolés, c'est intéressant mais parce vous avez que le droit ça de vous fait exprimer, ça fait partie des choses aussi qu'on nous a dites, bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des établissements qui ont des enjeux d'efficience, des enjeux sur le fait que pour le, entre guillemets, je mets bien des guillemets, confort des chirurgiens, les patients arrivent la veille alors qu'en fait, dans la réalité des choses, ils n'ont pas une réelle vocation à occuper des lits médicalisés alors qu'on en manque, je ne vous apprends rien. Voilà, l'idée, encore une fois,
ça n'est pas d'aller à contresens de l'avis médical, surtout pas. On n'est pas du tout là-dedans et on s'en garde bien. La prescription médicale, de toute façon, c'est ce qui vaut pour avoir accès au dispositif. Le patient ne va pas réserver tout seul une chambre en hôtel hospitalier. De toute façon, il ne peut pas y avoir accès comme ça. Mais nous, on a simplement voulu développer un outil qui va faciliter, on va dire, tout le process administratif inhérent au dispositif de l'hôtel hospitalier. Et pour vous donner un chiffre très simple, on fait gagner 80% de temps de gestion du dispositif au secrétariat médical qui va le gérer. Donc voilà, c'est juste infirmière ça. de coordination. C'est pas la secrétaire médicale, c'est l'infirmière de coordination qui doit organiser la suite SMR, retour domicile ou hôtel hospitalier. Mais j'ai Alors après, là, absolument. c'est parce que, Oui, je peux pardon. me permettre, Je t'en Valérie, prie. là, vous ciblez vous ciblez notamment tous les parcours en post-opératoire. Je dis parcours hôtellerie hospitalière en post-opératoire. En Alors, j'ai chirurgie. pas les chiffres en Oui, c'est tête, précis. mais sur nous, en tout cas, MyHospital, sur les nuitées qu'on a, il va y avoir 60 à 70% qui concernent le préopératoire, parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont de plus en plus spécialisés et qui, quand ils veulent adresser des patients à J0, bah, sont obligés d'avoir recours à l'hôtel hospitalier. Même pour certains patients qui viennent habituellement à J-3, parce qu'il y a aussi des patients des îles, des dom-toms, etc., qu'il faut rapprocher. On a 20% qui va concerner les parcours SMR ou les patients qui sont en HDJ pour de la radiothérapie ou de la chimio, qui habituellement font beaucoup d'allers-retours, qui habitent loin, qui sont très fatigués. Donc là, c'est vraiment pour le confort du patient. Et pour la suite, ce qui reste, c'est le post-opératoire. Et je suis d'accord avec vous dans le sens où c'est ce qui est le plus difficile à adresser. Ça mérite d'être très clair aussi du côté du patient et que dans ce cas de figure-là, c'est sûr que le patient est moins en position d'être demandeur parce que l'avis médical dessus est très très important et on est aussi très précautionneux par rapport à ça. Mais nous, on vient répondre aussi aux enjeux des hôpitaux dans le sens où on doit accueillir des patients qu'on ne peut pas accueillir finalement et qu'on est obligé de déprogrammer. J'ai eu moi, alors en tant qu'ingénieur biomédical, j'ai travaillé dans pas mal de blocs et je sais que j'arrivais très tôt des fois le matin parce que on doit être assez tôt au bloc pour les premières interventions et qu'en fait on se retrouvait des fois à ne pas travailler parce que le patient il venait de loin et en fait il était en retard et donc ça bougeait tout le planning. Donc c'est vraiment un outil qui vise à optimiser ces parcours-là. Et je vous rejoins complètement sur le sujet de la prescription. Je pense que c'est quelque chose qui peut être travaillé, qui peut fluidifier aussi, je pense, comment dire, les avis de chacun sur la partie responsabilité. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais on reste, ça c'est très quand même propre au post-opératoire. Sur du pré-op, c'est des patients qui sont adressables plus facilement, et c'est les patients qu'on cible nous quand on commence à intervenir dans un établissement de santé, parce que c'est plus facilement adressable au début. Et surtout, on insiste beaucoup sur le fait qu'on a beaucoup de praticiens hospitaliers qui nous disent: Ouh là là, mais tel patient, moi je pourrais pas. On leur dit: attendez. Si vous avez le moindre doute, il n'y a pas d'adressage à l'hôtel hospitalier. Il faut que vous soyez 100% rassuré quant au fait que vous allez proposer le dispositif à votre patient. Sinon, ça n'a aucun sens. Voilà. Ce que j'ai voulu dire, c'est moi je suis un biochirurgien, hein, on a connu l'époque où les gens nous demandaient de l'hospitalisation complète en disant j'ai cotisé pendant 20 ans, j'ai le droit de rester dans un lit. Il ne faut pas qu'on ait maintenant, c'est plus simple pour moi, je ne veux pas me lever à 5 heures du matin pour être là au bloc à 7 heures. Et voilà, il faudra qu'il y ait quand même du bon sens. Oui, bien sûr. Après, du côté des médecins, on a des médecins qui sont contents parce qu'ils nous disent, bon, mon patient, il est arrivé, il n'était pas stressé parce qu'il y a eu son accompagnant la veille avec lui à l'hôtel, il était pas moins fatigué Je également. dis qu'il faut être vigilant, je ne suis pas con, je dis qu'il faut être Non, mais bien vigilant. sûr, mais Non, vous mais n'êtes pas tout seul, c'est évident, on est d'accord, bien sûr. Mais peut-être que Madame Escalon, vous pouvez nous expliquer ou compléter le propos du docteur Dreyfus, peut-être pour nous expliquer ce qui vous a conduit à justement à vous orienter peut-être par des retours d'expérience antérieure sur cette charge de travail administratif, parce qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment de soulager cette tâche administrative. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui dans votre réflexion, rapidement est apparu et qui vous êtes orienté peut-être et voilà. Oui, complètement. Alors, comme l'a rappelé MyHospital, en fait, ils nous ont accompagnés dès le début de la mise en route. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a eu dès le début cet accompagnement et ça a semblé évident au départ de ne pas faire porter la charge de travail aux
aux secrétaires ou même aux infirmières, hein, mais aux IDEC, parce que c'est voilà, c'est vraiment de la réservation et de l'organisation qui peut être faite autrement. Donc, ça a été, en tout cas, nous, les retours qu'on a des équipes soignantes et secrétaires qui l'utilisent, c'est que ça facilite et qu'on ne pourrait pas revenir en arrière. En tout cas, il faudrait qu'on ait un outil. J'allais dire, là, aujourd'hui, on est satisfait de MyHospital, mais on ne pourrait pas redonner cette charge à des professionnels qui ont bien d'autres missions. Donc, oui, ça a été dès le départ quelque chose qui nous a semblé essentiel, d'avoir un tel outil à disposition. Et oui, et puis j'entendais les remarques, vous avez bien noté, hein, docteur, que nous, on revoit nos objectifs parce que notre vrai objectif, c'est de faire de l'ambulatoire. Hein. C'est d'être sur la chirurgie ambulatoire. Donc, j'allais dire, mon souhait n'est pas de remplir les hôtels hospitaliers. Hein. Le souhait, c'est d'être sur du développement de l'ambulatoire, sur de la réduction de la DMS qui suit l'évolution des prises en charge et de l'évolution médicale, et de permettre de le faire. Donc, voilà, on est vraiment sur ce premier objectif. Mais c'est sûr que l'hôtel hospitalier permet plus facilement, dans certains cas, de l'atteindre parce que ça répond à certains. On parlait de l'éloignement, on parlait d'autres choses. Et puis après, il faut être vigilant, je suis d'accord, parce qu'on a eu des questions sur les patients précaires. Est-ce que finalement, ce n'est pas une solution de les garder pendant 21 jours, puisque c'est possible jusqu'à 21 jours, sur une prescription, en disant ça répond aussi à ce besoin. Donc voilà, faut toujours être un peu vigilant et rappeler l'enjeu du dispositif et à quoi il sert. Mais vous avez raison, c'est un pilotage quotidien. Oui, puis c'est un dispositif qui s'intègre dans un parcours identifié de façon consensuelle au niveau médical, paramédical et direction. C'est pas un dispositif en plus qu'on décrète au moment d'une consulte, ça s'intègre vraiment dans une prise en charge. Je rejoins ce que vient de dire le docteur Dreyfus, c'est-à-dire que ce soit dans un parcours encadré, il reste un encadrement, enfin que c'est encadré, quoi. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas d'autres interventions. On va pouvoir conclure très rapidement, non, je pense, Sandrine, merci. Oui, donc écoutez, nous, on va pas prendre beaucoup plus de temps parce que je pense que les échanges ont été extrêmement riches. Et en tout cas, on vous remercie. Donc d'abord l'ensemble des intervenants pour la qualité de vos présentations qui ont contribué aussi à la richesse des échanges qu'on a eus ce soir. Et on espère surtout que ce temps d'échange va être utile à la fois dans vos pratiques, vos futurs projets, vos réflexions. Et nous, on s'engage également par rapport à l'ensemble des questions qui ont été posées ce soir et en tout cas qui restent de questionner. Et on viendra vers vous si on a des retours. Et voilà, on vous remercie pour votre participation et on vous souhaite une très belle soirée parce qu'on aurait pu... Voilà, merci à tous en tout cas et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci pour les questions. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée.